Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Ce soir, on se retrouve autour d'un tout nouveau livre, toujours en rapport avec le stress, l'anxiété, la dépression, tout ça, toutes ces questions que l'on peut se poser, qui sont quelquefois sans réponse. Peut-être une manière avec cette lecture de trouver du réconfort pour ceux et celles qui souffrent de bien des maux. Donc ce livre est de Shirley Trickett. Il s'appelle Comment se débarrasser de l'anxiété et de la dépression par vous-même, avec ou sans médicaments. C'est les éditions Quotidien Malin et vous pouvez aussi le retrouver en livre numérique sur Google tout simplement. Pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous mets à l'écran la préface. Je ne vais pas la lire parce que bien souvent ça vous embête. On va passer tout de suite à la première partie. Comprendre l'anxiété et la dépression. 1. L'anxiété, la dépression et nous dans notre globalité. Depuis la publication de mon livre qui donnait des conseils pour en finir avec les tranquillisants et les somnifères, j'ai reçu de nombreuses propositions me demandant d'écrire un autre ouvrage sur l'anxiété et la dépression. Les systèmes de santé prennent généralement en charge les personnes souffrant de troubles psychiatriques graves, mais ils ne proposent presque rien en cas de forme légère ou modérée d'anxiété ou de dépression. Certes, ces deux affections sont décrites comme moins préoccupantes, mais pourtant la souffrance éprouvée est rarement légère ou modérée. Les symptômes, souvent aigus, durent dans le temps et sont effrayants. C'est pourquoi j'espère de tout cœur que cet ouvrage aidera ceux et celles qui ne savent plus à quel saint se vouer en leur redonnant de l'espoir. Trop souvent, l'approche conventionnelle échoue, car seule une partie de la personne en souffrance est prise en compte, alors qu'il faut impliquer le corps et l'esprit pour obtenir la guérison. Se focaliser sur une seule facette d'un problème reviendrait par exemple à peindre encore et encore une seule et même côté de votre portail. Cette partie brillerait peut-être de mille feux, mais cela n'empêcherait pas la rouille de se fragiliser, peu à peu toute la structure. De plus en plus spécialisée et pointue, la médecine actuelle oublie trop souvent le b.a.-ba de l'enseignement traditionnel. Considérer la personne qui consulte dans sa globalité. Une telle attitude est bien dommageable, car certains thérapeutes sont aveuglés à ce qui ne relève pas de leur discipline. Prenons le cas de Marie, qui voit régulièrement un psychiatre. Elle reconnaît qu'il l'aide, mais sait aussi qu'elle progresserait plus vite s'il daignait ouvrir les yeux et prendre conscience de ses devoirs physiques. Son corps est trop maigre et couvert d'herpès. Il ne voit que sa névrose et rien d'autre. Malheureusement, cela vaut pour n'importe quel domaine de la médecine. Autre exemple, Jean, qui ne se remet pas de la mort de sa femme. Une infirmière vient refaire son pansement à la jambe et lui donne des antibiotiques. Elle est si concentrée à sa tâche qu'elle ne remarque même pas sa douleur. Quant à Richard, s'occupe-t-on vraiment de ses besoins ? Les tranquillisants sont sans effet sur sa phobie de la mort. En fait, il aurait besoin qu'on lui insuffle de l'espoir, qu'on l'aide à prendre conscience des effets dévastateurs du stress qu'il subit au quotidien. Cet ouvrage ne dissocie pas le corps de l'esprit lorsqu'il parle de souffrance physique, de confusion mentale et d'état permanent de fatigue. L'objectif est d'expliquer d'une manière simple les principales causes de l'anxiété et de la dépression afin d'aider à identifier, à la lumière des symptômes, s'il s'agit d'anxiété, de dépression ou d'un mélange des deux. Ce livre insiste également sur l'importance d'apprendre à s'accepter, à s'aimer et à prendre conscience qu'il n'y a aucune honte à avoir les nerfs fragiles, ni aucun reproche à se faire. Personne n'est à l'abri. Le système nerveux n'est pas une entité à part, dissociée du reste du corps. Il ne fait qu'avec les os, les muscles, la peau, et etc. Si vous subissez un stress important, qu'il soit physique ou psychologique,
le risque d'être déprimé ou simplement d'avoir un coup de blues passager augmente. C'est aussi simple que cela. La première partie traite des causes de l'anxiété et de la dépression et de leur traitement, médicamenteux ou autre. La seconde partie apprend à se prendre en main et à travailler avec son corps et non contre lui en se faisant aider, si besoin par un thérapeute. Ces deux attitudes ne sont pas contradictoires. Du reste, de nombreux médecins incitent leurs patients à chercher des informations et à être pleinement acteurs de leur santé physique et mentale. Divers termes recouvrent la notion de troubles nerveux, troubles affectifs, anxiété, dépression, troubles de l'humeur, névrose, abattement, mélancolie, neuraténie, etc. Mais il s'agit souvent d'un problème de nerfs fragiles, dont on peut guérir si l'on s'en donne vraiment la peine. Si vous souffrez d'un trouble nerveux, même depuis longtemps, vous pouvez retrouver la sérénité et la joie de vivre. S'il existait un remède miracle pour vous guérir du jour au lendemain, je vous le donnerai, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas. Vous devez accepter l'idée que la guérison prendra le temps nécessaire et qu'il y aura des hauts et des bas. Mais petit à petit, vous retrouverez le sourire et l'énergie que vous aviez. Les symptômes décrits dans les pages qui suivent vous sembleront peut-être familiers et peu importants. Pourtant, tout symptôme qui entraîne en longueur doit être signalé à votre médecin traitant si ce n'est pas déjà fait. S'il ne s'agit pas d'un problème neurologique, anomalie ou lésion de tissu nerveux, et que vous ne souffrez d'aucune maladie psychiatrique majeure, autisme, schizophrénie par exemple, alors vous pouvez transformer votre vie sans médicaments en apprenant à surmonter votre handicap. 2. Qu'est-ce que l'anxiété et la dépression ? Qu'est-ce qu'une bonne santé mentale et physique ? Être en bonne santé ne se résume pas à une absence de symptômes, mais également au bien-être physique, à la confiance en soi, à la capacité de s'accepter, au changement ainsi qu'au sens des responsabilités envers soi-même. Autrement dit, on a une bonne réception de ses actes et de ses émotions, ce qui permet de cultiver la conscience de sa propre valeur, qui n'a que faire de la bonne opinion des autres. L'anxiété et la dépression sont deux affections pouvant survenir séparément ou ensemble. Les manifestations sont véritables, allant d'une légère tension ou d'un coup de cafard à l'impossibilité pure et simple de mener une vie normale. Qu'est-ce que l'anxiété ? Le terme anxiété vient du latin anxietas, disposition habituelle à l'inquiétude, lui-même dérivé du verbe angere, serrer, étrangler. L'anxiété est une réaction normale à la vie en société, qui existe depuis la nuit des temps. Il est impossible d'y échapper puisqu'elle apparaît dès le traumatisme de la naissance. Rêvons un instant. Si nous étions conçus avec amour, dans un environnement serein, et que nous nous développions, douillettement lovés dans le ventre d'une mère heureuse et bien nourrie, ce serait un bon début dans la vie. Si, en outre, nous pouvions glisser sans peine hors du canal pelvien génital et arriver dans un monde bienveillant, sans lumière aveuglante ni bruit agressant nos sens, en étant accueillis avec douceur dans une eau tiède, ce serait un autre pas dans la bonne direction. Si, enfin, on nous disait « Tu seras aimé d'un amour qui respectera ta liberté, élevé sans rudesse et, après de longues années de bonheur et d'une vie bien remplie, tu quitteras ce monde aussi paisiblement que tu y es entré. » Alors, l'anxiété ne serait pas normale. Il est inévitable d'éprouver un certain degré d'anxiété. Le but n'est pas de combattre en permanence la peur, mais de vivre heureux en apprenant comment l'atténuer pour ne pas perturber le quotidien. Si vous avez honte d'être anxieux, peut-être alors avez-vous également honte d'être un être humain et d'avoir un corps ? Notre expérience du monde passe, en effet, par notre corps. Un mal nécessaire ? Lorsque nous avons peur, des modifications chimiques surviennent dans notre organisme. Le surcroît d'énergie qui en résulte permet de réagir au danger ou au stress, fuir ou lutter. Par exemple, courir pour échapper à un taureau qui charge ou veiller tard en vue d'examen. La souffrance psychique survient lorsque nous sommes incapables de revenir à un état plus paisible, une fois cette énergie supplémentaire devenue inutile.
tel un moteur de voiture qui tournerait 24 heures sur 24 alors qu'il n'a besoin de fonctionner que pour 2 courts trajets par jour, brûlant inutilement de l'essence, notre organisme gaspille son énergie, notre système nerveux s'épuise et nous risquons alors de tomber malade. Qu'est-ce que la dépression ? La dépression est une maladie des sentiments, du ressenti, dont le degré peut varier beaucoup d'une personne à l'autre. Elle peut aller d'une tristesse inhabituelle mais ponctuelle à un désespoir absolu marqué par un sentiment d'impuissance et un abattement extrême. Lors d'une dépression sévère, même les fonctions du corps sont affectées. Un besoin ? En cas d'anxiété, l'activité du corps et de l'esprit est accélérée. Lors d'une dépression, elle est ralentie. La dépression survient souvent après l'anxiété. Elle nous oblige à nous reposer, ce qui est peut-être sa fonction. Ce ralentissement est parfois bénéfique, mais il dure trop longtemps. Il faut réagir. Vous comprendrez mieux comment l'on devient anxieux ou dépressif lorsque vous saurez comment fonctionne le système nerveux. C'est ce que nous allons découvrir. Allons voir ça dans le chapitre suivant. 3. Comprendre le système nerveux. Le système nerveux est comparable au réseau de télécommunications qui met en relation les différentes parties du corps. Pour poursuivre la métaphore, le cerveau est le central téléphonique, le donneur d'ordre en quelque sorte, la moelle épinière est le câble principal et les nerfs les lignes téléphoniques porteuses de messages. Le cerveau et la moelle épinière forment le système nerveux central et les nerfs répartis dans tout le corps, le système nerveux périphérique. Ce dernier se sous-divise en système nerveux somatique et système nerveux autonome. Le système nerveux somatique. Le système nerveux somatique permet le contrôle volontaire, conscient des mouvements de la perception, des sensations au niveau de la peau, des muscles, des os et des articulations. Il est régi par la volonté. Par exemple, si vous voulez prendre un stylo, il vous suffit de tendre la main. Ce système fonctionne parfaitement, sauf en cas de forte peur, qui paralyse ou de troubles neurologiques. Le trouble nerveux autonome ou végétatif. Le système nerveux autonome contrôle tous les mouvements involontaires des organes internes, des vaisseaux sanguins, etc. Il est régi par les émotions. Par exemple, la tension artérielle augmente sous le coup de la colère. L'estomac se noue quand on a peur. Le système nerveux autonome est lui-même divisé en système sympathique, à l'effet stimulant, et système parasympathique, dont l'effet est à l'inverse apaisant. Lorsque votre système nerveux parasympathique ne fonctionne pas correctement, vous devenez hyper anxieux. Le système nerveux sympathique peut être comparé à quelqu'un roulant à toute vitesse en Ferrari, le pied sur l'accélérateur. Le système nerveux parasympathique est, lui, comparable à quelqu'un qui conduirait tout doucement une 2 chevaux. Tous les organes internes possèdent 2 types de nerfs, ceux qui stimulent et ceux qui calment. Le système nerveux sympathique, toujours plus vite. Imaginez un sapeur-pompier voulant éteindre un incendie. Son système nerveux éprouve de la sympathie envers ses émotions et prépare l'organisme à lutter pour sa survie. Il réagit ainsi parce que l'homme contracte ses muscles. L'organisme produit une substance chimique appelée adrénaline. Sous l'effet de cette hormone, la tension artérielle augmente, le rythme cardiaque s'accélère, la respiration devient plus rapide, l'effort demande un surcroît d'oxygène, et le corps se met à transpirer pour se refroidir. Aide supplémentaire, le sang est détourné de l'abdomen vers les jambes afin que l'homme puisse courir plus vite. C'est la raison pour laquelle on a l'impression d'avoir l'estomac noué quand on a peur. L'apport de sang étant moindre vers les organes digestifs, l'homme ne pense ni à manger ni à aller aux toilettes. Par conséquent, lorsque son système nerveux sympathique est en action, ses niveaux d'adrénaline et d'anxiété sont élevés. L'organisme de ce sapeur-pompier se comporte donc d'une manière très similaire à celle d'une personne angoissée, à la respiration et au pouls rapide. La différence, c'est que l'homme utilise son anxiété de manière positive, car il existe une bonne raison de s'inquiéter.
S'il avait été paralysé par la peur et n'avait pas pu utiliser ce supplément d'adrénaline, il aurait été si tendu qu'il aurait vomi et vidé sa vessie et ses intestins. Il s'agit probablement d'un mécanisme primitif, conçu pour rendre le corps plus léger et par conséquent apte à courir plus vite. Comment ce sapeur-pompier retrouve-t-il un niveau d'adrénaline normal ? Lorsque l'incendie est maîtrisé, le danger a disparu. Le sapeur-pompier retourne alors en camion à la caserne. Lorsqu'il relâche ses muscles contractés, plusieurs substances chimiques sont produites pour aboutir à l'effet inverse de l'adrénaline. Le système nerveux parasympathique est entré en jeu. La tension artérielle diminue, le rythme cardiaque et la respiration ralentissent. L'homme cesse de transpirer et le sang afflue des bras et des jambes vers l'abdomen. Il réalise alors qu'il a faim et pense alors à manger. Il prend également conscience qu'il doit aller aux toilettes. Son corps et ses muscles sont détendus. Ses niveaux d'adrénaline et d'anxiété sont bas. Cet exemple permet de comprendre pourquoi on s'épuise nerveusement. Des stress à répétition, conscients ou inconscients mais faibles, mettent notre corps sur le qui-vive, un peu comme un sapeur-pompier qui se précipiterait avec ses seaux d'eau bien après que le feu a été maîtrisé. Il veut ralentir, mais il n'y parvient pas. Son niveau d'adrénaline et par conséquent d'anxiété demeure trop élevé. Vous est-il jamais arrivé d'être tendu au point de continuer sur votre lancée alors que vous êtes complètement épuisé et que ce n'est plus nécessaire ? Le chapitre suivant vous expliquera comment ralentir le rythme pour sortir de cet engrenage. 4. Comment sortir de l'engrenage ? S'aider du système nerveux parasympathique. Puisque le système nerveux parasympathique qui vise à apaiser l'organisme réagit aux émotions, il serait censé de dire « Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Calme-toi et cesse de produire autant d'adrénaline. Je n'en ai pas besoin. » Malheureusement, un cerveau imbibé d'adrénaline est incapable d'entendre la raison. Il obéit au message chimique qui l'incite à accélérer le rythme. La première chose à faire est d'utiliser le corps pour se calmer. Vous pouvez parvenir, à force d'entraînement, à obtenir de votre corps qu'il obéisse à vos ordres dans n'importe quelle situation. L'auto-persuasion est très utile sur le long terme, mais bien peu quand vous êtes en train de paniquer. Vous devez faire mécaniquement ce que votre système parasympathique, celui qui ralentit l'organisme, devrait faire automatiquement. C'est un peu comme de faire démarrer à la manivelle une voiture lorsque l'allumage est en panne. Votre capacité à vous détendre a besoin d'un contrôle technique. Rappelez-vous de ce qui permet aux sapeurs-pompiers de se détendre. Si les muscles se relâchent, alors la réaction en chaîne qui aboutit à la détente de l'organisme est enclenchée. Vous ne serez peut-être pas capable de le faire de manière consciente parce que vous êtes trop tendu, mais en ralentissant votre respiration, vous diminuerez la quantité d'oxygène qui arrive au cerveau et conduirez votre système sympathique à prendre le dessus. C'est ce que nous verrons plus tard en détail. Je voudrais aller mieux tout de suite. Certaines personnes anxieuses ne supportent pas qu'on leur suggère qu'elles peuvent entraîner leur corps pour qu'ils cessent d'être toujours en état d'alerte maximale. Elles veulent une solution immédiate à leur crise d'angoisse, un comprimé ou une injection. Elles semblent souvent irritées lorsque l'on suggère que leur corps est responsable de leurs émotions. Elles préfèrent croire que leurs troubles viennent de nulle part et n'ont rien à voir avec eux. Le fait est, et cela relève de l'inconscient, qu'elles n'arrivent pas à comprendre et que leurs symptômes résultent de leur système nerveux affaibli par le stress à répétition, à cause de leur situation actuelle, mais également d'une souffrance refoulée. La douleur dont je parle dans ce livre est toujours d'ordre psychique. Tristesse, rancœur, colère, frustration, solitude, et j'en oublie. Sauf si je précise qu'il s'agit d'une douleur physique. Par chance, la plupart des gens sont prêts à apprendre à utiliser leur corps pour retrouver la paix de l'esprit. Leur confiance croît lorsqu'ils sentent les premiers résultats. Au début, même si tous leurs problèmes n'ont pas disparu pour autant, ils prennent conscience que leur corps réagit désormais différemment. Et c'est un très bon signe. L'effort en vaut la chandelle.
Allez-vous accepter de vous laisser tyranniser par votre inconscient qui s'amuse à accroître vos tensions et votre stress, ou avez-vous plutôt envie d'apprendre à mieux gérer vos troubles psychiques en faisant le travail fastidieux qui s'impose pour devenir pleinement acteur de votre vie? Les méthodes décrites dans ce livre sont sans danger, bon marché et efficaces. Elles demandent néanmoins du temps et de la patience. Certaines personnes ont dit qu'elles avaient l'impression de faire preuve d'égocentrisme en écoutant sans cesse. Mais elles agissent en fait dans leur intérêt, un intérêt utilisé à bon escient pour parvenir à leur fin. Mieux vaut être absorbé par la recherche d'une solution que par les symptômes. Du reste, les personnes anxieuses ou dépressives sont les premières à admettre qu'elles sont constamment préoccupées par leurs symptômes. 5. Les troubles psychologiques. Les symptômes révélateurs d'un trouble psychologique sont sensation permanente de fatigue, désintérêt pour tout, crise de panique, irritabilité, manque de concentration, besoin d'attirer l'attention, hyperactivité, élocution rapide, pensée incessante, boulimie, paranoïa, phobie, impression qu'un drame est imminent, idées suicidaires, agitation, pleurs faciles, besoins compulsifs, obsession, difficulté d'érection pour les hommes, baisse voire perte de libido, gorge nouée ou poitrine oppressée, tremblement, étourdissement, diarrhée, flatulence, insomnie, difficulté à respirer, palpitations, sudation excessive, difficulté à déglutir, perte d'appétit et amaigrissement, maux de tête, acouphènes, douleurs diffuses. Face à une telle liste de symptômes, plusieurs attitudes sont possibles. La plus courante est la suivante. Cela me fait plaisir de le voir écrit noir sur blanc. Je croyais que c'était dans mon imagination. La personne à bout de nerfs étant souvent pessimiste, il peut lui arriver de s'exclamer horrifié. Bon sang, tant de symptômes me correspondent. Je fais certainement une dépression. Pourtant, si elle se disait à la place, je présente plusieurs symptômes de cette liste et il est grand temps que je m'occupe plus de moi. Elle aurait déjà fait un grand pas vers la guérison. En effet, ce n'est pas en se fixant sur les symptômes que l'on met toutes les chances de son côté pour s'en sortir. Est-ce de l'hyperanxiété? Tout l'organisme fonctionnant en sur-régime, tout va à 100 à l'heure, mouvement, pensée, élocution, ainsi que nombre de fonctions du corps. Cela se traduit par une accélération du rythme cardiaque, de la respiration et de la vitesse de transit des aliments liquides et solides dans le système digestif, ce qui explique le besoin d'aller plus souvent aux toilettes. Face à un tel bouleversement, il n'est pas étonnant que le comportement d'une personne hyper anxieuse change lui aussi. Habitués à une personne aimante et facile à vivre, les proches sont tout à coup confrontés à un être irritable, suspicieux et difficile à supporter et à comprendre. Néanmoins, n'oubliez jamais que ces personnes n'ont pas choisi ce comportement et sont souvent déconcertées et effrayées par leur accès de colère, leurs idées noires et les actes irréfléchis qu'elles font subir à ceux et celles qu'elles aiment. Dans ce chapitre, nous passerons en revue quelques-uns de ces symptômes les plus éprouvants ainsi que leur cause. L'impression qu'un drame est imminent. Lorsque l'on est hyperanxieux, l'angoisse est bien sûr difficile à vivre, mais le pire, c'est la conviction qu'une catastrophe est imminente. Si vous allez bien et que, par exemple, votre mari devrait être rentré du travail depuis 5 minutes, vous pensez qu'il a été pris dans un bouchon. Si vous êtes hyper anxieuse, vous serez persuadé qu'il a eu un grave accident avec un camion. Les phobies liées à la santé sont également très fréquentes. Au moindre trouble anodin, vous ne pouvez vous empêcher de penser qu'il s'agit d'un cancer. Une impression désagréable peut également évoluer en crise de panique aiguë. Ainsi, dans un endroit bondé, une personne équilibrée pensera « vivement que je sorte de là ». Dans la même situation, si vous êtes hyper anxieux, vous serez paralysé par la peur et convaincu d'être gravement malade. Je dois rentrer chez moi. Je vais mourir, tomber malade, perdre le contrôle de la situation. Les crises de panique et de la manière de les affronter seront traitées un peu plus loin. Les pulsions suicidaires. Il est fréquent, quand on est hyper anxieux, d'avoir des pulsions suicidaires. Elles régressent généralement lorsque l'anxiété diminue, mais il faut impérativement consulter un médecin si cela vous arrive. N'hésitez pas à le contacter, même si vous savez que vous ne passerez pas à l'acte. Bien des personnes se disent « J'ai eu d'affreuses pensées suicidaires, mais
Mais il était inutile que j'appelle mon médecin car je savais que je ne passerais pas à l'acte. J'ai tellement honte d'avoir eu de telles idées. J'ai un conjoint et une famille adorables et je ne vois en aucune raison qui explique ce que je ressens. Les services des renseignements vous donneront le numéro de téléphone de votre médecin si vous êtes trop perturbé pour le trouver par vous-même. L'agoraphobie. Certaines personnes considèrent les pulsions suicidaires, les crises de panique ou l'agoraphobie, la peur de se trouver dans un lieu public, surtout si l'on est seul, comme une maladie en soi. Il faut souvent déployer beaucoup d'énergie pour les convaincre que, même si c'est probablement le pire aspect de ce qu'elles vivent, il ne s'agit que d'une partie de leur histoire, qui disparaîtra avec l'anxiété. C'est comme si l'on considérait, en cas de bronchite, que la toux est la maladie alors qu'elle résulte de l'inflammation des bronches. De la même manière, les crises de panique, l'agoraphobie et les autres problèmes de cet ordre n'existeraient pas si les taux d'anxiété et d'adrénaline étaient normaux. Les crises de panique. Certaines personnes deviennent nerveuses rien qu'à la lecture d'un texte sur les crises de panique. Mais sachez que les crises sont peut-être tout simplement déclenchées par un manque de sucre dans le sang ou une mauvaise respiration. Nous traiterons plus amplement ces questions au chapitre 16 et 17. Les crises de panique sont caractérisées par des bouffées d'angoisse soudaines, souvent associées à la conviction d'une mort ou d'une catastrophe imminente ou à la peur de devenir fou. Elles s'accompagnent également de sensations physiques très désagréables comme des palpitations, des étourdissements, des nausées, des tremblements, l'impression d'étouffer, un sentiment d'irritabilité, le besoin urgent d'aller aux toilettes, des bouffées de chaleur ou, à l'opposé, des frissons, des parathésies, sensations d'engourdissement, de picotement. Une crise de panique dure en moyenne quelques secondes, à quelques minutes, voire plus rarement plusieurs heures. Elle est vécue comme pire que le fait de vivre une situation effrayante où le danger est bien réel et où, ensuite, le soulagement est imminent d'autant que l'on sait généralement quoi faire pour éviter que cela ne se reproduise. En revanche, lors d'une crise de panique, la peur provient de ce que l'on éprouve et, plus encore, de l'incapacité à savoir de quoi il s'agit. C'est pourquoi ces personnes sont souvent convaincues d'être gravement malades, voire que c'est la fin du monde. La peur de prendre le dessus. Les crises de panique mêlent-elles en danger notre vie ? Les crises de panique ne sont pas dangereuses. Dès que vous les avez reconnues, pour ce qu'elles sont exactement, une décharge d'adrénaline affreusement désagréable. Elles peuvent être sérieusement atténuées et jugulées. Nous verrons au chapitre 16 les méthodes pour en venir à bout. Quand une crise de panique se déclenche-t-elle ? Voici 3 exemples typiques. Je lisais tranquillement lorsque j'ai été envahie par une sensation horrible, un mélange de peur et de tristesse. C'était la première fois que cela m'arrivait. Il fallait absolument que je bouge. Je me suis retrouvée en train de faire les 100 pas dans la pièce. Ma femme a tenté de me rassurer en me disant que ce n'était qu'un coup de fatigue. Cela m'a mis hors de moi. Il s'agissait forcément d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque. Je voyais bien que mon comportement l'inquiétait, mais cela m'était indifférent. Quelques minutes plus tard, c'était passé, mais pendant plusieurs jours, j'ai vécu dans la crainte que cela ne revienne. Je me suis sentie mieux lorsque un ami de ma femme m'a fait lire un article décrivant exactement ce qui m'était arrivé. Une personne à bout de nerfs et qui saute un repas court le risque de se faire une crise de panique. Or, j'avais travaillé toute la journée avec juste une tasse de café dans le ventre. Nous étions sur le point de passer à table quand cela s'était produit. La première fois, c'est arrivé alors que je me trouvais au supermarché. J'allais prendre des oranges, quand j'ai été submergée par une sensation effroyable. L'impression d'une perte terrible, mêlée à la peur d'une catastrophe imminente. Tout semblait irréel. Je me sentais si mal, j'avais chaud et mes jambes se dérobaient. La situation m'échappait complètement. J'ai abandonné sur place le caddie et je suis rentrée précipitamment chez moi. En fait, cela n'avait duré que quelques minutes. Quand je repensais aux courses laissées, je me sentais idiote. Les jours suivants furent maussades, puis tout est rentré dans l'ordre. Cela s'est reproduit 2 semaines plus tard, à la bibliothèque. Je finis par consulter mon médecin parce que j'avais peur de sortir seule. Mon mari devait m'emmener au travail en voiture et je rentrais en taxi. J'ai dit à mes collègues que j'avais mal au dos. Le docteur m'a dit que j'étais épuisée nerveusement et que je devais prendre 2 semaines d'arrêt maladie. Il me connaissait suffisamment bien pour préciser que je ne devais pas en profiter pour transformer le jardin ou reprendre la maison. Le stress a toujours fait partie de ma vie
mais j'étais convaincue, jusque-là, d'avoir des nerfs en acier. Je n'étais pas ravie de quitter son cabinet avec un certificat médical, un régime à suivre. J'avais tendance à grignoter, et l'ordre de me reposer et de mener une vie plus paisible. Il m'avait fait peur en me disant que, si je m'en faisais pas moi, je risquais une dépression nerveuse. Moi, une dépression? Je pensais que c'était réservé aux personnes menues et surexcitées. Je comprends à présent qu'une partie de moi avait peur de ce repos forcé. Je m'activais sans cesse pour éviter de voir ce qu'il y avait au fond de moi. En outre, j'avais peur. Si je ralentissais le rythme, je ne serais peut-être plus capable de reprendre le dessus. Cela me rappela une longue marche que j'avais faite avec mon jeune fils, il y a longtemps. Je lui avais demandé s'il voulait que nous fassions une pause dans l'herbe. Il m'avait répondu « Surtout pas, maman. Je me rendrai compte à quel point je suis fatiguée et je serai incapable de me relever. » Peut-on avoir une crise de panique si l'on n'est pas à bout de nerfs? La réponse est oui. Cependant, il y a toujours un problème d'anxiété sous-jacent, actuel ou plus ancien, comme dans cet exemple. Je devais partir 6 semaines en Amérique pour mon travail. J'étais très content et je me préparais à ce départ. À l'agence de voyage, j'ai ressenti comme un malaise à la perspective du vol à venir. J'avais envie d'en parler avec quelqu'un, mais je craignais que l'on se moque de moi. Quand on est un joueur de rugby de 1m90, il est difficile d'avouer à ses amis que l'on a peur de prendre l'avion. J'étais sûre que, le jour du départ, tout irait bien et j'ai cessé d'y penser. 2 semaines avant le vol, je me suis réveillée au beau milieu de la nuit, terrorisée, le cœur qui battait la chamade. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Convaincue d'avoir attrapé un virus particulièrement sournois, j'ai appelé mon médecin. Il s'est montré très gentil et m'a dit qu'il me sentait bouleversée, mais que, d'un point de vue physique, il ne voyait rien d'anormal. Il m'a demandé de passer le voir le lendemain, dans son cabinet. Il m'a expliqué que ma crise de panique s'expliquait par la crainte du vol que j'avais refoulée dans mon inconscient. Il avait, me dit-il, de nombreux patients qui sont paniqués avant de prendre l'avion. Je n'étais pas convaincue, mais je pris les 2 comprimés qu'il me donna pour le vol à venir. Comme j'ai ressenti la même chose, mais en moins fort, alors que je faisais la queue pour l'enregistrement de ma valise, je me suis dit qu'il avait probablement vu juste. J'étais soulagée d'avaler un des comprimés. Le vol s'est bien passé. Au retour, je n'ai pas eu besoin du comprimé, et je n'ai plus jamais fait de crise de panique. Les obsessions. Il s'agit de pensées ou d'images obsédantes que la personne en souffrance est incapable de chasser de son esprit, alors qu'elle reconnaît qu'elles sont désagréables, vaines ou ridicules. Les obsessions légères sont fréquentes, même chez une personne équilibrée. Cela peut être un bout de chanson ou de conversation qui trotte dans notre tête, ou une idée farfelue du style « Si je veux réussir mon examen, je dois porter des chaussettes, rayées jaunes et vertes ». On parle de névrose obsessionnelle lorsque une idée fixe devient omniprésente et occupe l'esprit à un tel point qu'il devient impossible de mener une vie normale. Il faut alors rechercher l'aide d'un spécialiste. C'est généralement le signe d'une tension nerveuse qui dure depuis un certain temps déjà. Les troubles obsessionnels compulsifs, TOC. Lorsque l'anxiété provoquée par des pensées obsédantes devient sévère, la personne modifie son comportement afin d'essayer de les surmonter. Ce trouble obsessionnel compulsif, acte ou fait d'éviter un acte, est irrationnel, pour le sujet comme pour l'entourage. Chez un enfant, une forme légère pourrait être d'éviter de marcher sur les lignes d'un dallage ou de se frapper 3 fois le front avant d'entrer en classe. Il est fréquent qu'un enfant adopte ce type de rite, qui constitue probablement un moyen pour lutter contre l'anxiété. Les actes compulsifs les plus courants. Ce peut être, par exemple, le fait de vérifier 3 fois de suite que l'on a bien éteint le gaz ou fermé la porte. Le sujet sait bien qu'il l'a fait, mais dès qu'il s'éloigne, son anxiété augmente et il éprouve le besoin de s'en assurer à nouveau. Parfois, un schéma comportemental se met en place et l'anxiété persiste, même si un rite précis est accompli. La vie quotidienne vire au cauchemar lorsqu'il faut faire 7 fois l'aller-retour de la porte à la cuisinière avant de pouvoir sortir ou 5 fois l'aller-retour de la porte au portail pour vérifier que l'on a bien fermé. Se laver les mains, faire le ménage, compter ou ranger sans cesse constituent d'autres rites courants. Lorsque l'anxiété diminue, ces symptômes pénibles s'atténuent. Prenons l'exemple d'une personne obsédée par les microbes et qui passe des heures à faire le ménage. Si, en fait, elle n'y consacre qu'une partie de son temps et qu'elle est, par ailleurs,
bien dans sa peau, son besoin de tout nettoyer n'a rien d'obsessionnel. En revanche, si elle passe uniquement à nettoyer pour détruire les microbes et qu'elle est incapable de mener une vie normale, alors il s'agit probablement d'une névrose obsessionnelle. Parlons à présent des phobies. Les phobies. Nous avons vu que l'anxiété est un mélange d'émotions et que nous percevons lorsque nous nous sentons menacés. La phobie est une peur intense, déclenchée par une situation ou un objet non inquiétant pour les autres personnes, hormis celles qui souffrent de la même phobie. On peut développer une phobie à propos de n'importe quelle situation ou objet, animé ou inanimé. Il est plus facile de comprendre les phobies causées par une situation pouvant constituer un danger, comme la foudre, le vide ou le fait de se trouver face à un serpent. La phobie est moins acceptée si elle concerne des plumes, un trou dans le sol ou des dés à coudre. Ne sois pas ridicule, comment peut-on avoir peur de ça? Il faut savoir que la peur ressentie est la même. Qu'il s'agisse d'un orage violent ou d'une rencontre avec une femme portant un chapeau vert, voire le fait de penser à une situation redoutée. Dans tous les cas, cela peut déclencher une crise de panique. Les phobies les plus courantes. Situation. Hauteur, espace clos, obscurité, éloignement de chez soi. Maladie. Cancer, problème cardiaque, perte d'un membre. Animaux. N'importe lequel, même si l'on ne risque pas d'y être confronté. Une simple photo ou une image mentale. Vie en société. Peur de rencontrer des gens, dans le bus, dans un magasin, chez le coiffeur, etc. N'importe qui, me diriez-vous, peut avoir peur de l'un ou l'autre des éléments de cette liste. C'est vrai. Mais il ne s'agit pas d'une phobie tant que votre vie n'est pas perturbée par l'évitement de situations qui risquent de déclencher cette peur. Par exemple, on peut craindre les chiens au point d'être incapable de sortir de chez soi. Est-on malade si on a une phobie, Si, par exemple, vous avez la phobie des araignées et que quelqu'un vous en pose une sur le bras, vous aurez la peur de votre vie à cause de la réaction en chaîne que cela déclenchera en vous. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous êtes malade. Vous apprendrez un peu plus loin comment aider votre corps à récupérer après un tel événement et empêcher qu'une cause physique, comme la faim, ne déclenche une phobie. L'agoraphobie. La peur de quitter la sécurité du chez-soi est probablement la phobie la plus fréquente. Cela va dans une crainte légère de se retrouver dehors pour faire des courses, voyager, à l'incapacité de sortir, accompagnée d'une anxiété ou d'une dépression sévère. Traiter la phobie. La thérapie cognitive et comportementale donne généralement d'excellents résultats. Le sujet est exposé progressivement à la situation qui est chez lui anxiogène. Il apprend à affronter sa peur de manière progressive. Par exemple, dans l'agoraphobie, où on l'encouragera à aller jusqu'au portail, puis à faire quelques pas au-delà du portail. Ou encore, s'il a la phobie des chats, le thérapeute lui montrera dans un premier temps des photos de chats et l'aidera jusqu'à ce qu'il parvienne à en toucher un sans crainte. Ce traitement marche mieux si, avant de débuter, le sujet comprend ce qui se passe dans son corps, comment une partie de son système nerveux s'accélère. L'homme dans une Ferrari, rappelez-vous, et comment une autre partie est ralentie, l'homme dans la deux chevaux. Il est également vital d'apprendre à se relaxer et à contrôler sa respiration. En effet, des études scientifiques ont montré que, sur le long terme, l'agoraphobie était mieux soignée si le traitement alliait thérapie comportementale et apprentissage de techniques et de respiration, car il ne suffit pas de traiter l'esprit. On pensait autrefois qu'il était très difficile de traiter ce type de trouble. Désormais, beaucoup plus de personnes sont soignées avec succès depuis le recours de ces méthodes de relaxation et la prise de conscience que les tranquillisants ne sont pas toujours la bonne solution chez de nombreux patients. Un thérapeute n'est pas toujours nécessaire. Des groupes d'entraide peuvent s'avérer très efficaces, tout comme le soutien d'un ami ou d'un proche. L'hyperactivité. À ce stade, la personne a un tel degré de souffrance psychologique qu'elle a constamment besoin de bouger. Ce besoin compulsif est impérieux. Il peut s'avérer bénéfique lorsqu'il est utilisé à bon escient, par exemple pour travailler plus longtemps. Cependant, il peut également s'avérer improductif et entraîner des difficultés à se concentrer. Je suis incapable de faire une seule chose à la fois. Je suis dans le jardin en train de retirer les mauvaises herbes, puis, la minute d'après, je nettoie la baignoire pour ensuite sortir le chien.
Si l'hyperactivité est difficile pour la personne qui en souffre, elle l'est aussi pour l'entourage. La personne en souffrance déploie tant d'énergie à cause de la forte tension qu'elle ressent qu'elle n'est plus capable de se détendre. Ses muscles sont douloureux et elle devrait se reposer, mais son corps s'y oppose. L'hyperactivité s'accompagne de pensées incessantes et d'un besoin compulsif de parler. Le manque de concentration. Même de très jeunes gens n'arrivent pas à se concentrer sur ce qu'ils lisent ou peinent à suivre des instructions écrites. Ils oublient des rendez-vous et se demandent s'ils ne sont pas en train de perdre la mémoire. Ce qui est le plus souvent lié au fait qu'ils sont trop souvent tendus pour retenir des informations que parce que leur mémoire leur joue des tours. Lorsque la tension nerveuse s'apaise, la concentration revient. Entre-temps, pourquoi ne pas rediriger des penses bêtes ? J'ai du mal à me concentrer parce que je suis tendu. Que puis-je faire ? Ou encore, si je respire trop fort, j'aurai du mal à me concentrer. L'insomnie. Ce symptôme est particulièrement éprouvant. On finit par ne plus pouvoir gérer les soucis quotidiens et l'on sait ce que ça ira encore plus mal le lendemain. Si ce problème s'éternise, il existe un risque de tomber dans la dépression. Certaines personnes ont du mal à s'endormir. D'autres se réveillent plusieurs fois dans la nuit ou trop tôt le matin. Elles font des rêves étranges, des cauchemars. Elles ont la sensation d'être prises de panique. Elles ont des flatulences ou besoin d'uriner très souvent. Les causes de l'insomnie. Elles sont nombreuses. Soucis, excitation, douleurs, démangeaisons, manque d'exercice physique et de plein air, problèmes respiratoires ou digestifs. Un système digestif en bonne santé jouerait un rôle important dans la qualité du sommeil. C'est probablement parce que les bactéries présentes dans les intestins produisent des substances chimiques qui favorisent l'endormissement. Que puis-je faire si je dors mal alors ? Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Un sommeil perturbé, hormis si la cause est concrète, comme un mal de dents ou un bébé qui pleure, est révélateur d'un mal-être qui, tant qu'il n'est pas réglé, vous empêchera de bien dormir. Ne restez pas au lit toute la journée. La préparation pour un bon sommeil débute dès le matin. Ne serait-ce une erreur de croire que, pour récupérer d'une mauvaise nuit, il suffit de dormir plus. Cela risquerait de perturber le rythme de votre organisme et vous perdriez les plus belles heures de la journée. On verra ça page 77. Au bout du compte, vous vous retrouveriez déphasé. Faites l'effort de vous lever et d'accomplir vos tâches quotidiennes, même si vous devez pour cela vous retrouver dans un premier temps avachi devant votre poste de télé à regarder les émissions matinales. Retrouvez le sommeil. Il serait illusoire de croire qu'après une journée survoltée, votre corps sera capable d'inverser la tendance une demi-heure avant le coucher. On pousse alors souvent le cri du cœur souvent. Avant, il suffisait que je pose la tête sur l'oreiller pour tomber dans les bras de Morphée. Que s'est-il donc passé ? Quand vous êtes épuisé nerveusement, vos nerfs vous mènent la vie si dure et d'une certaine manière vous devez aller à l'encontre de votre corps. Insomnie et alimentation. Une alimentation adaptée peut être utile pour favoriser le sommeil. Privilégiez le soir les aliments glucidiques, pain complet, céréales, légumineuses, pâtes, qui favorisent la sécrétion de sérotonine, un neuromédiateur impliqué dans la régulation du sommeil. Certains aliments riches en tryptophane peuvent aussi favoriser l'endormissement dans la mesure où le tryptophane est un acide aminé précurseur de la sérotonine. Les aliments riches en tryptophane sont notamment le lait écrémé en poudre, certains fromages, gruyère, chèvre, munster, certaines viandes, poulet, lapin, foie de veau, le thon, le saumon, les graines de courge, de citrouille, de tournesol, le persil lyophilisé. Néanmoins, il est préférable d'éviter les viandes le soir, trop riches en protéines qui diminuent l'activité du tryptophane. Vous pouvez aussi privilégier les aliments riches en oméga 3, qui auraient un effet bénéfique pour les troubles du sommeil, poisson gras, à midi, huile de colza, amandes, noix de noisette. Si vous êtes vraiment épuisé par l'insomnie et que vous ne parvenez pas à récupérer, consultez votre médecin. Peut-être serait-il amené à vous prescrire un somnifère pour quelques nuits seulement. Le pire serait de rester allongé dans votre lit en étant préoccupé par votre insomnie. Levez-vous, remuez-vous et bougez. Vous pouvez pratiquer quelques-uns des exercices proposés dans la deuxième partie de ce livre, en particulier la respiration lente. Nous verrons ça dans les pages 149. Un massage de la plante des pieds suivi d'un bain dans l'eau froide aura un effet apaisant pour ralentir votre fréquence cardiaque.
Appliquez de légères pressions sur les globes oculaires et buvez une infusion favorise le sommeil ou une boisson à base de lait. Ne vous couchez pas le ventre vide. Écoutez au lit de la musique relaxante. Aide certaines personnes. Un casque vous coupera des bruits extérieurs et ne vous dérangera pas votre partenaire. La mélatonine est une hormone naturelle produite par une glande du cerveau, épiphyse, lorsqu'il est stimulé par la lumière et qui arrive aux yeux. En hiver, lorsque les journées sont courtes, le taux de mélatonine est faible et certaines personnes souffrent alors de ce qu'on appelle un trouble affectif saisonnier ou de dépression saisonnière ou encore le blues hivernal. Nous verrons ça dans les pages 77 et 78. Des séances de luminothérapie et exposition à la lumière naturelle ou plein spectre suffisent parfois pour que tout rentre dans l'ordre. La mélatonine aurait un effet sédatif et améliorerait la qualité ainsi que la durée du sommeil. Elle normalise les rythmes circadiens, ce qui est bénéfique à ceux dont les horaires de travail sont variables ou qui souffrent du décalage horaire ou encore d'insomnie. La mélatonine peut également soulager les tensions, l'anxiété, certaines formes de dépression, les états colériques, la fatigue et la confusion mentale. Elle est bien plus sûre que les tranquillisants ou les somnifères dépourvus d'effets indésirables et relativement bon marché. Mise en garde. En France, la commercialisation de la mélatonine n'est pas autorisée. Néanmoins, il est important de connaître les mises en garde. La mélatonine ne doit pas être prise durant la journée, en raison du risque de symptômes dépressifs. Elle est contre-indiquée en cas de grossesse, de déficience du cerveau, immunitaire ou de troubles endocriniens. 6. Les causes de l'épuisement nerveux. Le stress est inhérent à la vie. Les magazines énumèrent souvent la liste des problèmes qui surviennent dans la vie, en fonction du degré de stress, et vous proposent d'en calculer le score. Une véritable incitation à la dépression. Il faudrait faire une liste très longue pour prendre en compte tous les événements douloureux possibles. Par conséquent, si votre problème n'est pas cité, cela ne signifie pas qu'il est dépourvu d'importance. Tout ce qui est source de préoccupation ou de mal-être est un stress. Même si de nombreuses personnes vous disent que cela ne devrait pas vous affecter, le fait est que si cela vous rend malheureux, c'est qu'il mérite bien de figurer sur la liste. Toute adaptation à un changement est source de stress. Mort d'un être aimé, divorce, rupture amoureuse, maladie physique, invalidité, chômage, pauvreté, départ à la retraite, problème de logement, vieillissement, fait de devenir adulte, fait d'être né, personnes âgées à charge, jeunes enfants, addiction, problèmes d'ordre spirituel, malade à charge, examen, départ de proches, promotion, mariage, naissance, enfant qui part faire sa vie, difficulté d'apprentissage, déménagement, départ en vacances, travail physique pénible, travail très prenant, mauvaises conditions de travail, délai serré au travail, déplacement incessant, excès de responsabilité, en particulier chez une jeune personne, bébé pleurant beaucoup, insatisfaction de son apparence, sexualité non épanouie, peur d'une agression ou d'un viol, et même victoire sportive. Étant donné qu'une personne culpabilise facilement si elle a les nerfs fragiles, il est courant qu'elle réagisse à une telle liste en s'empressant de dire « Ouah, mais oui, j'ai ça, et encore ça », comme si elle avait besoin de justifier son état. Si vous êtes nerveusement à bout, cela peut signifier que vous avez éprouvé une douleur, récemment ou dans le passé. Parfois, il vaut mieux ne pas trop creuser pour en identifier la cause. C'est lorsque vous irez mieux que vous pourrez comprendre ce qui vous est arrivé. Le passé affecte notre équilibre mental. Il est probable que, dès notre naissance, voire dans le ventre de notre mère, nous accumulons de la peine. Le nouveau-né vient au monde avec le besoin d'être nourri, aimé, protégé et au chaud. Si ces besoins sont négligés et qu'il lui prouve plus de douleur, pleurs, colère, tristesse, et qu'il ne peut en supporter, il s'efforcera de refouler cela dans son inconscient. C'est ainsi que peut débuter une névrose. Les émotions gelées ou la névrose. Plus une personne a refoulé d'émotions et plus il est probable que le congélateur de son inconscient
renferme un compartiment étiqueté. Émotions peu reluisantes. Ne pas ouvrir. Parmi ces émotions refoulées, la colère, la haine, la jalousie, le rejet, la déception. Une névrose débute lorsque l'on refoule systématiquement certaines émotions réelles. Cela peut survenir à n'importe quel âge de la vie, dès la petite enfance. La névrose est une maladie des émotions, une réaction à la douleur. Un enfant qui se sent en sécurité et aimé, qui a le droit d'exprimer ce qu'il ressent, n'a pas besoin d'ériger un mur protecteur. Il peut être lui-même et laisser les autres voir ce qu'il est. En revanche, s'il est confronté à une situation douloureuse et insupportable, il crispera son corps pour retenir ses émotions. Il peut également manipuler son esprit afin de modifier sa manière de réagir à ses malheurs. C'est ainsi que l'on apprend à simuler. Simuler dès l'enfance. Alors je fais une petite pause pour ceux et celles qui continuent la lecture. Moi, on est en plein dans ça en fait. J'ai bloqué des émotions depuis toute petite. Je reprends donc. Simuler dès l'enfance. Prenons un exemple. Un enfant, dans une école privée très stricte et assis en silence, il se balance d'avant en arrière, ne pleure pas et répond poliment quand on lui adresse la parole. Il est peu probable qu'il se dise « Je suis un enfant paisible et indépendant, satisfait de mon sort », mais plutôt « J'ai essayé en vain d'exprimer ma peur et ma colère parce que je suis si malheureux. Je ne parviens toujours pas à obtenir ce que j'ai besoin, c'est pourquoi j'ai décroché. Je suis devenu dépressif. Étant donné que je ne peux pas sortir de ma condition misérable, je dois m'y adapter. Une fois adulte, faut-il poursuivre dans cette voie ? Dans nos vies, nous continuons souvent à nous blinder et à manipuler notre esprit. Est-il toujours approprié d'agir ainsi ou n'est-il pas plutôt temps de cesser toute simulation ? Le comportement d'un enfant meurtri. Nous avons vu qu'un enfant meurtri ne se comporte pas normalement, que ce soit pour faire face ou pour faire plaisir à ses parents. Il gèle ses émotions réelles et se comporte de manière névrosée. Il ne s'agit pas d'une réaction stupide et faible, mais de la seule possible pour un enfant en souffrance. On nous apprend très clairement à réagir à la douleur par l'anxiété ou la dépression. Afin de sortir de ce cercle infernal, nous devons en apprendre plus sur ce sujet. Mais une fois adulte, que se passe-t-il ? Une personne en souffrance a besoin d'amour et de compréhension. L'enfant meurtri qui sommeille en nous en a désespérément besoin. À tout âge, il n'est jamais trop tard pour y remédier. Comment ? Sinon, pourrait-on aimer quelqu'un si on ne parvient pas à consoler l'enfant triste et effrayé que l'on porte ? Nous avons appris qu'il est égoïste de penser à soi. Certes, penser exclusivement à soi est égoïste, mais pour aller bien, il faut impérativement apprendre à aimer cet enfant qui souffre en nous. Comprendre l'enfant meurtri qui est en nous. Pensez à une fillette qui souffrirait de ne pas recevoir l'attention dont elle a besoin. Elle a peur, et elle pense que si elle est très gentille avec sa mère, n'oublions pas que sa mère peut l'aimer mais ne pas avoir ses besoins, sa vie s'améliorera. La fillette aime sa mère. Elle veut tant lui plaire qu'elle cherchera par tous les moyens à se convaincre qu'elle est heureuse de jouer à sa mère, le rôle de la fillette qui aime. En réalité, elle est très en colère et meurt d'envie de lui dire « Pourquoi faut-il que je pense uniquement à ce qui te préoccupe ? Moi aussi, j'ai peur et je me sens mal. Tu es grande et je ne suis qu'une petite fille. » La peur de ne plus être aimée. Une fois adulte, cette fillette peut continuer à jouer cette comédie. Elle craint, probablement de manière inconsciente, de perdre l'amour de sa mère. Au fil des années, toute l'énergie dépensée pour refouler sa frustration et sa colère envers sa mère risque de se manifester sous la forme de troubles névrotiques, souvent incompréhensifs, pour elle et pour son entourage d'ailleurs, ou d'éclater, si elle ne parvient plus à contenir sa colère, ou que cela ne soit plus nécessaire, et d'aboutir à un épuisement nerveux, une dépression. La névrose est une réponse à la souffrance. Malheureusement, elle est souvent perçue comme humiliante, et le terme lui-même est péjoratif. Il, elle, est complètement névrosé. Signifie qu'il est, elle, stupide, faible, agit de manière incompréhensible, imprécible, ne parvient pas à faire face et est instable. Le besoin vital d'aimer en retour. Les enfants veulent être aimés, mais en outre, ils se demandent qu'à aimer ceux qui les entourent. Leur déception est immense s'ils sont traités comme si leurs émotions ne comptaient pas.
Être aimé ne suffit pas que l'enfant se construise sa propre identité. Il faut également être reconnu comme un être humain qui pense et qui ressent. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu'un enfant n'aura pas besoin de soutien ni de discipline, mais il n'a jamais la possibilité d'exprimer ses émotions et il se desséchera de l'intérieur. Vous connaissez probablement un certain nombre de personnes toujours glaciales. L'estime de soi. Il est fréquent qu'une personne qui va mal dise « je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus quoi faire ». Cela n'a rien d'étonnant. Nous nous retrouvons en pleine confusion à force de refouler notre douleur, de faire plaisir aux autres et d'attendre que les autres nous disent qui nous sommes. Et lorsque, occasionnellement, nous faisons plaisir, nous ressentons de la culpabilité. La maladie mentale est peut-être cette petite voix qui murmure « J'ai essayé de te guider vers un mieux-être, mais tu ne m'écoutes pas. Tu n'es plus une enfant maintenant. Pourquoi ne déciderais-tu pas d'enfin d'être toi-même ?» Cette première lecture de ce nouveau livre est à présent terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je découvre la lecture avec vous. Je ne vous cache pas que j'ai été très émotionnée de lire cette première partie, qui me parle énormément. C'est un livre que je n'ai jamais lu, que je lis avec vous. Il m'a particulièrement touchée et je pense qu'il va me faire réfléchir dans la soirée. Voilà. On se retrouvera dès samedi prochain pour la suite de cette lecture. Nous entamerons du coup la 7e partie de la première partie. C'est dit comme ça, c'est bizarre, mais voilà. J'espère que cette lecture vous aura apaisé, peut-être réconforté dans les crises d'angoisse, l'anxiété, le stress. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous embrasse. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, restez positif. Bisous.